Moi, je suis quand même étonnée combien de femmes ont du mal à aller à selle. Oui, ça c'est dingue. Ben, d'office, le stress a un impact énorme sur les gens, sur les intestins en général. C'est une contraction qui se met. En quoi est-ce que le foie aussi, il a quand même un rôle super important sur la digestion? Donc, le foie a un impact sur la vésicule biliaire. Donc, la bile est aussi super intéressante ou super importante pour la digestion des graisses. Vraiment un complément laxatif. Moi, je trouve même qu'il faudrait interdire ça. Parce qu'en fait, un laxatif fait en sorte que ton intestin devient encore plus paresseux. Mais je trouvais ça quand même intéressant comme réflexion de se dire, en fait, on pourrait peut-être se partager des parties de notre microbiote, en fait, pour se sentir mieux, quoi. Mais c'est super intéressant, hein? Il y a déjà des transplantations des selles, hein? Coucou Amandine. Coucou Roxane. Aujourd'hui, on va parler donc du lien entre le cerveau et la digestion, l'estomac. Tu parles souvent de ce qu'on appelle le gut feeling, qu'il faut écouter ce gut feeling. Moi, j'adore quand tu me dis ça, parce que ça résonne beaucoup en moi. Et du coup, j'aimerais en savoir un peu plus, d'où ça vient, etc. Donc du coup, pour commencer ce podcast, j'aimerais parler du fait que les femmes aujourd'hui, elles sont quand même vraiment sous beaucoup de stress. Elles sont très anxieuses aussi. Elles sont émotionnellement aussi, je pense, très... surstimulée, si je peux appeler ça comme ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a tant de femmes qui vivent ça de cette manière et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Oui, c'est beaucoup de questions, Roxane. J'ai pas la réponse à tout, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de consultations, aussi bien moi que toi, hein, chez nous, que Céline. Et la femme aujourd'hui, oui, elle a vraiment beaucoup. Hein. Allez, si on travaille, il y a quand même la pression sociale. Il y a après, le sport. On a envie de bien manger. On a les enfants. On a le mari. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Hein. Oui, la femme aussi, elle veut être un peu tout aujourd'hui. Elle veut être et la femme carrière, et la femme qui s'occupe des enfants, et du ménage. Et en fait, je pense que c'est déjà, il y a d'un côté ça qui est vraiment énorme, beaucoup de pression qu'on met aujourd'hui sur la femme. Je pense on met cette pression sur nous-mêmes aussi. Oui. Je pense que les réseaux sociaux n'aident pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui pose beaucoup, mais je regarde pas les réseaux sociaux, donc ça, c'est aussi un peu atypique. C'est bien, t'arrives à bien mettre les limites, quoi. Mais après, c'est vrai que on va pas le cacher, il y a beaucoup. Et c'est vrai que, par exemple, le burn-out, on le voit assez fréquemment chez la femme aussi. Il y a quand même, je pense, plus de 1 sur 4 femmes qui sont dans cette phase, donc c'est énorme, quoi. Après, de nos jours, la diagnose se fait un peu trop rapidement. Je sais pas si tout le monde va aimer entendre ça, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on n'est pas bien mentalement qu'on est tout de suite dans un burn-out. Et c'est pas pour ça qu'il faut tout de suite rester à la maison non plus, parce que souvent, tu arrives alors dans un cercle vicieux. T'es isolé, t'es encore plus sur ton téléphone, donc tu deviens encore plus dingue de qu'est-ce qui se passe autour de soi. Et c'est vrai que j'avais fait une masterclass avec Wow Generation, où tu étais présente aussi. Il y a eu quand même beaucoup de monde sur le mental health et le lien gut-brain axis. En fait, Dr. Van der Linden, de plus en plus, je vois ça chez les médecins. C'est en fait un neurologue. Mais ils en ont, après 20 ans de métier, c'est comme s'ils en ont pas marre, mais qu'ils se réalisent, au fait, on n'aide plus assez les patients qui sont... Bon, après, tu as besoin d'un vrai neurologue, mais il y a quand même une grosse partie qui n'est pas mentalement tout à fait en dépression ou qui n'a pas un problème neurologique. C'est le lifestyle, quoi, le lifestyle medicine. Et nous, on est nutritionnistes, on n'est pas médecins, mais c'est vrai que le lifestyle medicine, c'est nouveau chez les médecins. Les médecins se réalisent, on n'a pas assez de connaissances,
tout commence via l'alimentation, en effet le sommeil, bouger, etc. Donc ils se réalisent qu'ils doivent s'approfondir dans cette matière s'ils veulent aider une partie de leur clientèle ou leurs patients en fait. En fait, ce ne sont pas encore des patients parce que c'est plutôt les petits bobos. C'est en fait notre expertise. Nous, on travaille surtout sur l'alimentation. On va motiver à bouger, à travailler sur ce sommeil. Et puis, évidemment, il y a les carences qu'il faut supplémenter. C'est un peu cette prévention, quoi. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, parce que souvent, alors, on va vraiment on dit souvent attaquer donc, les symptômes. On va donner des antidépresseurs, etc. Mais on ne va pas vraiment essayer de comprendre est-ce qu'il y a autre chose aussi qui peut aider. Donc, comme tu dis, le changement de style de vie, mais aussi l'alimentation. Et aussi, du nouveau, je reviens à ce qu'on a dit tout à fait au début, c'est cette digestion, en fait, qui peut avoir aussi un impact sur sa santé mentale. Donc, Oui, absolument. Hein. Oui. Donc, en effet, les intestins, c'est hyper important hein, parce que les intestins, c'est au fait le microbiote. Le microbiote, c'est un peu l'ADN du corps aussi. Hein. Donc, le microbiote a vraiment, il sait vraiment faire des choses de dingue. Hein. On voit même chez les personnes à surpoids, par exemple, ils n'ont pas assez la bactérie Akkermansia. Donc, ça sera le futur aussi, hein, de vraiment travailler sur la variété du microbiote. Et qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que 90% des cellules dans le microbiote donnent aussi des signaux au cerveau et qui a un impact sur la sérotonine. Donc, quelqu'un qui est mentalement pas en forme, j'aime pas dire dépression parce que ça c'est déjà une diagnose, c'est pas notre métier, mais 90% de personnes qui sont pas en forme mentalement, souvent, ils ont une alimentation ou pas saine, ou très peu variée. Donc, c'est hyper important que le microbiote soit très, diversifié, en fait, ouais. J'ai une petite anecdote par rapport à ça, parce que j'avais lu un article justement où ils allaient commencer à prendre en fait des parties en fait de microbiote des gens super sains et qu'ils allaient le donner à des gens, par exemple qui viennent des athlètes, etc., et qu'ils allaient le donner à des gens moins sains et qu'apparemment ça aurait quand même un énorme impact le fait qu'ils le prennent par la bouche et que ça pourrait vraiment avoir un impact après. Mais je trouvais ça quand même intéressant comme réflexion de se dire, en fait, on pourrait peut-être se partager des parties de notre microbiote, en fait, pour se sentir mieux, quoi. Mais c'est super intéressant, hein. Il y a déjà des transplantations des selles, hein, ah oui, voilà. qui se font, donc c'est un peu le même principe. Oui. Après, c'est nouveau. Pourquoi aller tellement loin, quoi? Pourquoi pas d'abord changer son alimentation? Et l'alimentation, c'est vraiment qu'est-ce qui marche du tonnerre, c'est vraiment les légumes fermentés. Hein? La fermentation des légumes, c'est quelque chose de incroyable, quoi. C'est déjà un médicament en soi, quoi. Le kéfir, par exemple, super intéressant. Mais après, les fibres, hein, on mange très peu de fibres, hein. Combiner des légumes crus, cuits. Je donne à chaque podcast le même conseil, mais quand même, il se fait pas en réalité, même pas quand on va au restaurant, mais la moitié de son assiette devrait contenir des légumes. Et idéalement, trois différents légumes, 3 couleurs différentes. Les couleurs sont aussi super importantes. Ouais. Donc, c'est différents antioxydants aussi, en fait, par couleur. Enfin bon, après, c'est un autre sujet. Parce qu'en fait, moi, j'utilise de moins en moins du sel et du poivre, mais j'utilise comme ça un mix que je fais moi-même avec des graines de sarrasin, du quinoa, du chia, avec un peu de curry ou de cumin, et puis on met ça sur sa salade. C'est hyper intéressant. Le chia, par exemple, ça absorbe l'eau, donc ça gonfle un peu dans les intestins, donc ça aide aussi à mieux aller à sel. Oui, c'est des fibres aussi pas agressives, donc ça fait un effet bulk dans les intestins. Donc ça va protéger un peu oui. aussi. Oui. Et on le voit un peu quand on mange un chia, comment on dit, pudding. Oui. Je sais pas comment on dit. Oui, un pudding de chia. C'est un gel, hein, mais c'est super sain. Donc, de un, ça donne une satiété. Donc,
C'est quand même intéressant. Je pense qu'on a tous quand même envie de parfois mincir, ou on mange trop en tout cas souvent. Donc à ce point de vue-là, mais aussi les selles passent super bien. Moi, je suis quand même étonnée combien de femmes ont du mal à aller à selle. Oui, ça c'est dingue. J'ai ça très souvent en consultation. Qu'elles me disent « Ah, moi je vais 2 à 3 fois par semaine », sans vraiment... Allez, et en soi, c'est pas du tout pour culpabiliser ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que sans vraiment se poser des questions par rapport à ça, en fait, non, il faut au moins aller 1 fois par jour à selle, quoi. Oui, honnêtement, moi je conseille aussi 1 fois par jour, avoir le sentiment d'être vidé. Et c'est ça un peu le problème aujourd'hui, c'est comme pas une priorité. Moi, quand je pars en vacances avec des copines, ils rigolent tout le temps. Quand il faut partir, genre à 8 heures, moi, je me lève à 6h30. J'aime bien aller à selle le matin parce que tu as aussi ton envie de ton péristaltique, de tes intestins. Ce mouvement est plus actif le matin aussi. Donc, c'est intéressant de faire ce geste quotidien le matin. Et c'est entre autres pour ça aussi qu'on conseille de manger le matin, non? Oui, ça active, en effet, oui, très bonne remarque. Faire une promenade, après bouger, c'est super intéressant. Oui, donc, mais en effet, le lien entre le gut et le mental health, on en a parlé lors du congrès avec Dr. Van der Linden, est clairement prouvé. Donc, c'est vrai que prendre des antidépresseurs, prendre un médicament, ça a toujours des effets secondaires. Donc, tu arrives dans un cercle vicieux. Ceux qui prennent des antidépresseurs, souvent, ont une prise de poids également, donc ils se sentent encore moins bien dans leur peau, etc. Mais en fait, manger sainement, c'est hyper important. C'est la base. Ouais, c'est la base, oui. Parce qu'en plus aussi, ce que moi je remarque souvent personnellement, après je sais pas si ce lien-là a été prouvé, mais en tout cas, c'est quand je suis très stressée, c'est que ma digestion en un coup aussi, elle se met hyper fort en route. Donc du coup, je me dis, encore raison de plus de bien prendre soin de sa digestion et de sa santé pour que justement, quand il y a des moments de stress, genre avant d'avoir un examen ou je sais pas, de bien protéger. D'office, le stress a un impact énorme sur les gens, sur les intestins en général. C'est une contraction qui se met. Naturellement, moi, j'ai aussi Essentials, ma société de compléments alimentaires. Mais un complément pour aller à selle, c'est quelque chose que je n'ai jamais développé. Non. Bien pour nourrir, donc des pré et des probiotiques, nourrir les intestins. Ça, On a aussi un gut day qui est formidable, mais vraiment un complément laxatif. Moi, je trouve même qu'il faudrait interdire ça. Parce qu'en fait, un laxatif fait en sorte que ton intestin devient encore plus paresseux. Et en fait, ton intestin, ça a un effet mécanique. Donc, ça doit être justement stimulé pour qu'il fonctionne. Donc, le stress, c'est pour ça que je raconte ça. Le stress stimule souvent l'intestin. Souvent, il faut aller plus fréquemment à selle. Mais non, les intestins, il faut les masser. Je crois énormément dans le massage. Ça marche du tonnerre. J'ai jamais fait, mais c'est intéressant. Oui. Moi, j'ai la chance d'avoir une piscine et j'ai un jet stream et je mets ça sur mes intestins. Mais on sait le faire manuellement aussi. Donc, quand on est couché dans son lit, on masse vraiment le mouvement du côlon, donc de l'intestin. Et c'est quoi alors comme mouvement? C'est vraiment appuyer. D'un côté à l'autre, toujours de la droite vers la gauche alors ou? Oui, de la droite vers la gauche, pousser vers le bas en fait. Le stimuler, c'est qu'est-ce que les fibres font aussi. C'est intéressant, Mais après, il y a aussi l'exercice. Ceux qui sont constipés, ils doivent aussi sport, bouger, boire de l'eau, évidemment. Et en quoi est-ce que justement le sport a un impact sur cette digestion? C'est parce que, on utilise plus de muscles, donc, Mais le corps, tout est lié. Tout est lié. Donc, bouger dehors, pour le mental, c'est top. Après, ça active les intestins, quoi. Mais c'est pour ça qu'on conseille souvent de directement après avoir mangé, de prendre l'air pendant 20 minutes, faire une petite balade. On appelle ça un peu une balade digestive. Mais en effet, c'est...
Bah, ça, c'est aussi super intéressant, qu'est-ce que tu dis pour la glycémie, en fait. Donc, en effet, bon, le foie hein, est très important pour cette glycémie aussi. Pourquoi? Parce que l'insuline, c'est l'hormone en fait qui stabilise la glycémie, mais le foie est en premier lieu résistant à l'insuline. Donc en effet, même bouger après le repas, c'est super intéressant. Et je trouve aussi que bouger après le repas, quand tu te mets ça en tête, tu manges aussi un peu moins, tu te goinfres pas. Parce que souvent, quand tu manges trop, tu n'as juste pas le courage d'aller promener. On dit que quand tu manges 80-20, je dis toujours remplir son estomac à 80%, tu as plus l'envie d'aller marcher ou même un peu courir ou bouger. Donc, je trouve que c'est ça intéressant. C'est intéressant ce que tu disais sur les 80%. J'ai juste envie de rebondir là-dessus. Parce que tu dis, oui, il faut remplir son estomac qu'à 80%. Mais pourquoi, en fait? Allez. Ben, moi, je te compare toujours à une machine à laver. Oui. Si tu la remplis, c'est tellement compliqué pour bien laver les tâches, quoi. Donc, ton estomac, c'est quand même la machine à laver. Il doit quand même faire en sorte que tous les enzymes, les acides, etc., sachent toucher l'alimentation, sachent faire le mix, en fait. Sachent faire le travail. Le travail. Ah, c'est trop intéressant. Et aussi, tu parlais du foie, mais en quoi est-ce que le foie aussi, il a quand même un rôle super important sur la digestion? Donc, le foie a un impact sur la vésicule biliaire. Donc, la bile est aussi super intéressante ou super importante pour la digestion des graisses. Donc, oui, le foie a absolument aussi un impact sur la digestion, en effet. Donc, en fait, le foie produit de la bile et la vésicule biliaire va enregistrer, en fait, ou va garder, en fait, ou accumuler cette bile. Ok, et donc du coup, quel est l'impact? Enfin oui, j'ai pas. La bile, c'est super intéressant pour la digestion des graisses. Donc un rôle très important à ce sujet-là. Donc. Et donc cette bile est envoyée vers l'intestin grêle en fait pour justement la digestion alors, enfin pour améliorer cette digestion. Si oui, principalement des graisses, hein. Oui, absolument. Donc ce foie ultra important. Oui, absolument. De bien en prendre soin aussi. Quoi. Donc en fait, la digestion commence via la bouche, hein. Mâcher, c'est super important. Il y a déjà dans la salive l'amylase qui a un impact sur les glucides. Hein. On sait faire un test, par exemple, quand tu prends une tartine, tu mâches dessus pendant tout un temps, ça devient un peu sucré. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est déjà la digestion qui se fait. Mais après, tu as l'estomac qui est principalement aussi où il y a de la pepsine, donc une première partie aussi des protéines. Et puis, en effet, il y a le foie, puis il y a la vésicule biliaire. Et tout ça se fait au niveau de l'intestin. Donc, oui. Oui, important. Donc, la digestion commence dans la bouche et après, oui. Ok, merci beaucoup Amandine, super intéressant. Oui, c'est super intéressant. Merci vraiment, à toi. J'en ai appris plein de nouvelles choses. Ok, top. Oui, on se voit bientôt pour un prochain épisode. Merci.